Donc, alors on peut prendre comme porte d'entrée cette distinction entre l'amour asocial, l'amour qui serait une pure pulsion du cœur, l'amour bourgeois, et puis l'amour sale, en quelque sorte. Alors c'est ce que nous propose de faire Bourdieu, mais auquel on pourrait rajouter d'autres formes d'amour. L'amour courtois, l'amour intellectuel de Dieu, tiens, pour les spinozistes, le coup de foudre. Il y a des théories aujourd'hui sur le polyamour, bien que ça rejoigne un peu la notion de couple. Mais est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois et que sans que ce soit un conflit ? Une de mes premières formations à l'anthropologie, comme ça, c'était la rencontre entre des latins et des femmes finlandaises. Et là, il y avait un grand drame. Parce que, vous voyez, l'italien avec sa mandoline qui dit « Ah là là, mais je t'aime, mon amour, tu es la plus belle, vraiment, je vais te séduire, je vais te conquérir. » Et l'autre, elle dit « Ouais, d'accord, on baise. Ouais, si tu veux. Ou non. » C'est ploum, ploum, ploum. Et devant ça, l'autre, il court voir sa maman, quoi, parce que tout de suite, c'est une grande panique, une femme qui s'ouvre. C'est l'espèce de terreur, c'est la normalité. Alors, si vous voulez, je veux qu'on parte de cette idée-là, qu'il existe des théories sociales de l'amour. Ça, c'est une chose. On peut tout à fait conserver en tête l'idée d'une disposition humaine à l'amour, ça c'est une chose, mais que par ailleurs, ça s'inscrit dans des théories sociales de l'amour. Bien. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment ces théories sociales de l'amour sont intéressantes pour le pouvoir. Et pourquoi elles sont intéressantes pour le pouvoir fondamentalement. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'il est un véritable enjeu pour le pouvoir de maîtriser, d'influencer, d'informer la façon dont les gens vont être amoureux les uns des autres à l'intérieur d'une société. Alors, sans déflorer trop notre sujet, simplement pour l'inscrire dans la série que je vous ai proposée, Identité, intégration, autochtonie, comme théorie la plus forte de l'intégration radicale, à la fois essentielle et matérialisée, essentialisante et matérialisée, pardonnez-moi, la question de l'amour, elle se pose pour le pouvoir, déjà un petit peu comme ça, à mon sens, essentiellement dans la nécessité de garantir l'alliance. L'amour interindividuel, c'est la possibilité d'une rupture d'alliance. C'est profondément un risque. C'est la part qui peut lier l'individu à autre chose que ce à quoi il doit être lié. Voilà. Je ne dis pas que ça l'est essentiellement. Je dis que dans les théories sociales de l'amour qu'on va rencontrer, c'est principalement ce qui va ressortir. L'amour comme risque et comme risque de mésalliance. Voilà. Avant de travailler sur le mariage et avant de travailler sur la sexualité, qu'on ne fait qu'après le mariage, bien entendu, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment, dans de nombreux motifs culturels, on peut identifier l'amour comme un risque, et principalement comme un risque de mésalliance, c'est-à-dire ce qui va associer deux individus que l'ordre social séparait, que ce soit à l'intérieur d'une société entre les classes sociales ou à l'extérieur de la société avec l'ennemi ou avec l'autre, avec l'étranger radical. En gros, c'est principalement le lieu où cette disposition humaine à l'attachement, à souffrir de l'absence de l'autre, m'avait dit un jour un psychanalyste, puisque nous parlions de psychanalyse tout à l'heure. L'amour, c'est principalement souffrir de l'absence de l'autre. C'est beau comme formule. Mais moi, je préfère les théories spinozistes qui disent que c'est la joie à la présence de l'autre. Mais lui, il disait un truc de plus intelligent. Il disait, oui, mais regarde, même quand l'autre est là, tu peux souffrir de son absence. Une personne peut te manquer quand tu l'aimes vraiment, même quand elle est là, elle n'est jamais assez là, tellement que tu l'aimes. Seulement, en sociologie, on s'intéresse aux choses dès qu'il y a plus d'un ou de deux. On commence à 3.
l'anthropologie. Quand on commence à faire culture et pas simplement des amourettes. Bien. Alors, vous aviez la main levée. Oui, en quoi l'ordre social nous sépare toujours pas forcément, parfois il nous allie, au contraire. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Et vous me direz si j'ai bien répondu à votre question. En quoi est-ce que faire société sépare? En deux sens. D'abord, comme on ne forme pas la société des individus humains à l'échelle de l'humanité tout entière, du passé, du présent, dès qu'on fait un groupe, on définit une altérité radicale. À l'intérieur de ça, on rencontre une altérité acceptable, qui est l'autre, mais qui est l'autre comme moi, celui qui est du semblable. À l'intérieur du semblable, et là je parle d'un point de vue pragmatique et si on veut bien, si vous me permettez ce gros mot expérimental, on construit des hiérarchies. On ne connaît pas de société, on n'a pas rencontré de société dans laquelle la construction du social n'est pas passée par la construction de hiérarchies. Même très 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 élémentaire, on construit des hiérarchies. Alors, on serait absolument ravi d'en avoir observé 100 hiérarchies, mais on n'en a pas observé. Et alors, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi voir que on va encore produire d'autres différences, même hors hiérarchie, entre hommes et femmes, enfants, adultes, adolescents, travailleurs, non-travailleurs, etc., capables de travailler, autonomes, non autonomes. Enfin voilà, on va créer des groupes pour interpréter la diversité, la pluralité. Et la pluralité inhérente au fait qu'entre êtres humains, on est toujours à la fois semblables et différents, et par ailleurs le fait que l'organisation de la société produit de la différence. Donc, nous pouvons effectivement affirmer que produire du social, c'est produire de la séparation. Ne serait-ce que par l'établissement, l'institution de différence. Il existe effectivement des sociétés où à peu près tout le monde a le droit de coucher avec tout le monde. Certes. D'abord, c'est rarement exactement le cas. Il faut voir si c'est pas dû ou etc. Et puis c'est pas la même chose. Ouvrir son tipi à l'étranger qui passe et se mettre en couple, être comme ça, avoir tel ou tel. Donc, dans une société dans laquelle il y aura extrêmement peu de différenciation et très peu de différenciation entre soi et l'étranger, tant qu'il rentre dans un certain code culturel qui lui permet d'user de ma société convenablement, alors effectivement il y aura très très peu de tension du côté de la vie amoureuse. En gros, il faut une société extraordinairement antagoniste et conflictuelle pour que Roméo et Juliette ce soit possible. Parce que si les Montagu et les Capulet ils s'aiment bien, Roméo flirte avec Juliette et puis Juliette lui préfère Raoul juste après. Et bon, c'est la vie quoi. Puis ça passe. Ou alors ils forment un foyer, ils ont beaucoup d'enfants et tout va bien. Et Roméo et Juliette c'est fini. Il y a toute une tragédie qui naît justement du fait que... citez-moi-en quelques-unes comme ça, là, des tragédies sur les amours interdits, les amours illicites de deux héros que tout sépare mais qui quand même néanmoins se retrouvent. Ouais, Pardon ? Pourquoi pas ? Vous en avez des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais faites attention, il y en a des anciens et des nouveaux. Ah bah parce qu'il y a la scène au balcon où ils chantent en triton Maria. Mais c'est très beau, mais oui, ils sont dans deux groupes antagonistes pour le coup, effectivement, de gangs si on veut bien, de clans. Très récemment, tiens, il y a La forme de l'eau sur les amours entre une forme et un truc bizarre. Mais là ça va parce que quand même, il y a quand même pas mal de... aussi. Alors je l'ai pas vu, il y a Titanic, archi basique. Plume, c'est cette histoire-là. Shrek, mais c'est tellement banal. Pourquoi pas ? Ah, il n'y a pas vu. Mais d'accord. Et ensuite, toutes les grandes tragédies, le Cid. Et c'est quoi cette histoire, le Cid ?
Eh ben oui, c'est encore cette histoire-là, encore et encore et encore et encore, sans arrêt. Mais le fil d'Ariane, bon bref, Britannicus, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi cet imbécile de Junie et cet imbécile de Britannicus, ils s'aiment au lieu de ne pas s'aimer? Parce que s'ils ne s'aimaient pas, ben Néron il serait pas jaloux, alors il tuerait pas Britannicus, et puis ça irait mieux. Vous voyez, on dit toujours en cours de lettres, la tragédie c'est A qui aime B, qui aime C, mais C est mort, en gros. Bon. Mais en fait, c'est pas ça. C'est A qui aime B, mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Voilà. Alors, voilà, c'est un petit peu ce que je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire l'amour comme risque pour l'ordre social. C'est aussi simple que ça. Et comment est-ce qu'on gère ce risque? Et pourquoi est-ce que c'est un risque? C'est bêtement un risque parce que c'est une capacité de faire des mésalliances, de rompre les alliances. Alors ensuite, ça peut se décliner de manière extrêmement pragmatique. Je vais vous raconter, d'ailleurs aujourd'hui je vais vous raconter beaucoup d'histoires, j'en ai ramené plein, et j'espère que je vais les utiliser parce que je pars en Pologne. Alors je ne me suis pas pris les contes de Perrault pour ne pas vous les lire. Ou alors je vous raconterai l'histoire, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Je vais raconter une histoire d'anthropologie que j'ai faite moi-même. Il y a maintenant 7 ans, j'avais commencé un travail de terrain sur un groupe, un centre d'accueil d'urgence Rome dans la mairie de Montreuil. Bon, ils étaient par Rome, et puis par ailleurs, ils étaient en pleine réinvention de leur culture pour des tas de raisons. Et une des principales innovations culturelles parallèles à leur innovation religieuse, ils étaient en train de s'inventer une nouvelle religion, c'était l'invention d'une nouvelle forme matrimoniale, une nouvelle manière de se marier. Les femmes devaient se marier jeunes, très jeunes, avec des hommes très jeunes aussi, d'ailleurs. Et pourquoi donc? Pourquoi des gens qui, une génération avant, étaient plutôt ouvriers manutentionnaires dans des usines textiles en Roumanie avec une idéologie marxiste de base et quelques manières paysannes roumaines, re-rentraient, ou plutôt entraient dans des modèles qui paraissaient archaïques, mais même ça c'est une illusion d'optique, s'inventaient un modèle matrimonial où on marie les filles à 13 ans. Oui. Mais il y a une nécessité de souder une communauté. Et du coup, on en est très jeune. Ouais. Ça fera des enfants très jeunes, et puis ça va se perpétuer. Ça c'est plutôt un problème qu'autre chose, mais vous avez raison, c'est une problématique, en ce sens que on a besoin de souder la communauté, et il est urgent de faire en sorte que les éléments ne se promènent pas partout. Pourquoi? Et on va voir si vous y répondez. Attendez, parce qu'il y avait votre camarade de derrière. Mais moi, je pensais que c'était pour préserver la société qui s'était déplacée et la développer dans ce nouveau pays. Alors ça recoupe ce que vous dites, et effectivement ça y a introduit cette idée de mouvement, et vous avez tout à fait raison. C'est un groupe qui avait été... Attendez, parce qu'il y a d'accord votre camarade là-bas. C'est un groupe qui s'était partiellement connu ensemble dans un village en Roumanie, qui s'était augmenté ensuite en Irlande, dans une première immigration, en Irlande et en Allemagne, puis ensuite qui s'était figé avec d'autres éléments venus d'à peu près toute l'Europe, mais qui se faisaient tous passer pour des Roms romains, parce que c'était mieux par rapport à la préfecture, dans un centre à Montreuil, après avoir eux-mêmes formé un squat qui avait en quelque sorte délimité la communauté à Montreuil auparavant, mais qui avait brûlé, il y avait plein d'histoires, etc. Donc, il y a effectivement cet enjeu de maintenir à travers le mouvement une communauté. Madame. Oui, mais c'est pareil. Il fallait aussi que les garçons n'aillent pas voir ailleurs. Et donc ça reprend ce qu'elle a dit, mais enfin, si on Ben, marie les jeunes ensemble, très jeunes, ça assure une perpétuation de la société à l'intérieur d'elle-même, et une certaine endogamie. Mais à quoi ça sert l'endogamie? Pas créer une hétérogénéité pour qu'il y ait des équipes, quoi. Alors, il faut bien voir quelque chose. D'abord, c'est des gens qui voulaient s'intégrer. Donc, ils étaient là pour ça, et toute l'ingénierie sociale déployée autour d'eux était là pour l'intégration. Donc, c'est complètement incompréhensible, cette stratégie-là. Et par ailleurs, ils le ressentaient eux-mêmes
de manière diffuse, en tout cas suffisamment claire pour que dans les entretiens, ils soient capables de le dire par eux-mêmes, leur stratégie d'intégration leur nuisait. Par exemple, ils s'étaient créés des nouveaux clans, alors c'était très marrant parce qu'il y avait des travailleurs sociaux à qui ils ne parlaient pas, à qui ils mentaient beaucoup, parce qu'ils étaient dans des rapports d'affrontement et d'encadrement, qui pensaient que, par exemple, cette structure clanique était très ancienne et Rome, et en fait c'était leur fonctionnement avec des chefs de clan. Rien du tout. Simplement, effectivement, ils avaient fini par former des clans, et puis il y avait des représentants des clans, quoi, des vieux, qui n'avaient pourtant aucun pouvoir par ailleurs. Parce qu'eux n'auraient pas fait ce choix-là d'immigration. Pas comme ça. Alors, quand on leur posait la question, c'est comme ça qu'on fait quand on est anthropologue, on arrive et on dit mais pourquoi vous faites ça? Il y avait une réponse. Et ensuite, moi j'en ai produit une autre, et qui est relative justement à la recherche de l'endogamie. La première raison, c'est une efficacité économique. Il faut préserver le capital. On a perdu énormément de capital. On a besoin de préserver le capital. Une femme est assez notoirement vue comme un élément de capital, puisque c'est un travailleur qu'on va mettre à la maison et qui va travailler dans ce groupe-là, à cet endroit-là, et qui va travailler à la maison. Non. Donc c'est une force de travail. Donc il faut l'acheter, d'une certaine manière. Et cette richesse-là, il ne faut pas qu'elle sorte du groupe. Sinon, à chaque fois qu'elle sort, à chaque fois qu'un élément sort du groupe, on perd de la richesse ensemble. Deuxième élément, créer effectivement une homogénéité culturelle, mais ça c'est vraiment de la pure interprétation, c'est pas du tout les paroles qui m'ont été données, pour en quelque sorte ne pas être menacé dans son intégrité culturelle, ne pas avoir de gens qui viennent faire de commentaires, notamment sur les mariages jeunes et sur d'autres pratiques, etc. On a un groupe qui est jeune, qui se sent ultra minoritaire, dont la cohésion est un enjeu de survie. Il se protège de la menace de la dissolution culturelle à travers une discussion, en quelque sorte. Moi-même, je me suis aperçu à quel point le moindre élément extérieur, et donc j'en étais un, pouvait agir comme une boule de billard. Un jour, j'ai fait un exercice très bourdieusien, je suis passé de caravane en caravane pour faire un bilan économique. Un bilan du capital économique maintenu ou dispersé à travers l'immigration, et du capital culturel et du capital social. Donc vraiment un bilan de l'évolution de leur capital à travers leur immigration. Ils avaient tous perdu quasiment tout leur capital culturel et un énorme, tout leur capital social, ça c'était très avancé aussi. Et à l'échelle de ces communautés-là, entre 20 et 40 000 euros, c'est-à-dire une maison, enfin tout quoi, c'est une somme faramineuse. Et ils ne l'avaient pas conscientisé ça collectivement, qu'en fait c'était un échec pour tous. Et faire apparaître ça, ça a créé un moment de crise tout à fait intéressant à l'intérieur du camp. Et après, je suis parti. Parce qu'il ne m'aimait plus. Ou alors il m'aimait trop, enfin ça n'allait plus, quoi. Il fallait partir. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'on voit qu'immédiatement, l'enjeu à cet endroit-là, que les jeunes s'aiment surtout entre eux, c'est un enjeu financier. C'est un enjeu financier. Et oui. Et oui. Pourquoi pas avoir mis en place, c'est un peu un système de dot avec d'autres communautés, où là il y aurait une capitalisation du coup de la femme? Parce qu'il lui fallut pouvoir créer une communauté élargie, c'est-à-dire associer plusieurs communautés entre elles. Et ils n'étaient pas en capacité de faire ça. Mais attendez, c'est une communauté qui était particulièrement contrainte dans son inventivité. C'est une communauté qui vivait dans un centre d'accueil d'urgence fermé à partir de 8 heures. Qu'est-ce que vous regardez sur Internet? Non, je suis juste tombée sur un article sur les Roms. Ah, d'accord, vous faites des recherches en parallèle. Vous avez bien raison. Alors, il faut bien voir que cet exercice-là, ça avait nécessairement impacté, par exemple, leur représentation d'eux-mêmes et leur représentation des autres. Quand on élève un enfant dans le but qu'il ne tombe amoureux que de ses semblables à l'intérieur d'un groupe donné, il va bien falloir qu'on donne un statut, par exemple, désirable aux semblables à l'intérieur et un statut radicalement décevant ou prohibo, pas prohibitif parce que là on entend le prix prohibitif,
par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il va falloir réellement, exactement comme dans le motif de l'autochtonie, faire de l'autre, de celui qui est à l'extérieur, un impur, quelqu'un d'impossible, quelqu'un de sale. Oui. Ça empêche justement, ça freine l'intégration, la volonté d'intégration que vous avez dit qui sont savoir. Ah ben évidemment, ça la freine extrêmement violemment. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une rationalité qui est à l'œuvre, mais qui est prodigieusement inefficace. D'ailleurs, c'est très intéressant de travailler là-dessus. De partir, par exemple, de l'idée de la sociologie de Crozier, en imaginant qu'il y a toujours une rationalité à l'œuvre dans l'action d'un acteur, d'aller chercher cette rationalité et de la mettre en perspective avec l'ensemble du processus de socialisation. Par exemple, ce qui a vraiment fondé le cœur pour moi de l'analyse de ce groupe-là, c'est que plus ils essayaient de ressembler au centre, en ayant une belle voiture, des beaux habits, etc., plus ils étaient traités de voleurs, ils étaient exclus, c'était en fait quelque chose de profondément marginalisant. On les voulait à leur place de Rome, à leur place de marginaux. Dès qu'ils sortaient de ce rôle-là, ils prenaient le risque d'une déchéance sociale plus violente. Bien. Alors, dans cet objet-là, quand on considère la façon dont un groupe social peut tâcher de réguler le sentiment amoureux, qu'est-ce qu'on va trouver? Où est-ce qu'on va trouver des traces de cet effort-là? Alors, de manière assez simple, dans la délimitation, excusez-moi, je termine cette liste et je vous donne la parole. Dans la délimitation des possibles, de qui j'ai le droit de tomber amoureux. Bien. Alors déjà, d'un être humain, ou est-ce que j'ai le droit de tomber amoureux d'un caillou, d'un puma, d'un chien, d'une marmotte? Quand je dis j'ai le droit, c'est soit le droit, soit la norme. Est-ce qu'il est normal? Est-ce que je vais devenir un être anormal si je suis amoureux de mon poisson rouge? Est-ce qu'on va dire de moi que je suis fou? Je n'ai pas de poisson rouge, je vous rassure tout de suite. Est-ce que j'ai le droit de tomber amoureux de ma maman, de ma grand-mère, de ma sœur, de ma cousine, de ma voisine, etc., ou d'une étrangère? Évidemment, il va y avoir des règles à ce sujet-là, et des normes. Quand vous regardez les petits-enfants, souvent ils disent que ils se marieront d'abord avec leur maman, puis on leur dit non, alors ils disent bon, avec la grand-mère, alors on leur dit non aussi, bon, alors avec la sœur, non, avec la nounou, toujours pas. C'est terrible pour un gamin qui n'est pas encore allé à l'école primaire pour voir toutes les possibilités du polyamour enfantin. Bien. J'ai oublié la belle Hélène, tiens, tout à l'heure. C'est assez joli, ça, comme mythologie du problème de l'amour. D'ailleurs, qui est la déesse qui met son... En gros, dès qu'on donne la prime à Aphrodite, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre totale. Mais littéralement. Vous connaissez l'histoire de la belle Hélène. Bon. Heureusement que j'ai vu quelques oui, parce que sinon on partait dans le récit de la belle Hélène. C'est un petit peu long, ça comprend l'Iliade et l'Odyssée et tout ça. Enfin, vous vouliez dire? Oui, bien sûr. Donc il se fait passer le capital économique avant le capital social. Ils ont privilégié l'économie. Si vous voulez vraiment entrer dans une rationalisation de cette action, en dehors des entretiens qu'on peut faire avec eux, je dirais la chose suivante. En désespoir de capital social et en crise de capital économique, ils ont protégé au maximum le capital économique. Pour vous répondre, oui, effectivement, à ceci près que dans le régime matrimonial qu'ils ont construit, et là, c'est pour ça que peut-être que des notions d'archaïsme m'étaient venues, il y a quand même cette idée que c'est la femme qui va chez l'homme, d'abord, et quand elle fait ça, elle apporte en elle-même un capital. Elle est un capital pour l'homme, qui va pouvoir l'utiliser. En échange de quoi, alors elle n'apporte pas sa dot, c'est pas ce modèle-là, c'est un autre modèle dans lequel on achète une femme, quoi. Voilà, on achète une femme. Alors on ne l'achète pas avec des voitures, on ne l'achète pas avec des chèvres, on ne l'achète pas avec des moutons, on ne l'achète pas avec des chameaux, on ne l'achète pas avec des sous. Si d'ailleurs, excusez-moi, on l'achète matériellement avec des sous et des cadeaux pour la famille. Et ensuite, elle va travailler pour cette nouvelle cellule. Voilà.
Et effectivement, pour l'homme, le jeune homme, son mariage est vu comme une dépense. On va lui payer une femme. Mais le clan, nouvellement constitué, en fait une caravane. La caravane s'achète une femme pour faire le travail à la maison, ou pour aider la femme principale à faire le travail à la maison. Voilà. Pour être vulgaire, c'est une sorte d'investissement sur le long terme. C'est pas du tout vulgaire, c'est très concrètement ce que c'est. Non, attendez, dans un cadre culturel particulier français dans lequel on imagine qu'il est impur de mélanger l'argent et les choses de l'amour, c'est effectivement ce qui caractérise d'ailleurs notre perception de la prostitution. Il y a un tabou là, c'est pas propre, c'est vulgaire de dire ça, mais dans d'autres systèmes culturels, et donc d'un point de vue d'anthropologue, c'est simplement effectivement un investissement sur le long terme. De la même manière qu'une voiture de luxe est un investissement bancaire pour eux, si vous voulez. Ça a le même niveau de sécurité, c'est de l'argent que je peux déplacer. Voilà, qui est fixé et qui peut être déplacé par ailleurs. Voilà. Et qui peut prendre de la valeur, si par exemple je l'achète en Roumanie et que je la vends en France. Voilà. Alors, donc, ça encadre les possibles, les règles, les normes, c'est-à-dire par exemple comment est-ce qu'on dit son amour, qu'est-ce qu'on fait quand on est amoureux, les rites. Alors on en reparlera tout à l'heure des rites, on y reviendra dès que j'ai terminé la liste. D'ailleurs en fait on reprendra la liste point par point. Les mots qu'on se dit quand on est amoureux. Quels mots on va se dire? Oui, par exemple. Et là, on est bouleversé de nos petits cœurs mignons parce que cette formule est magique. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, mais des fois, on dit je vais te manger dans certaines cultures. Non, c'est pas pareil. Oui. Du coup, la communication, ça rentre pas dans les normes. En fait, j'ai mis normes parce que j'avais mis règles d'abord, et vraiment du côté de la régulation. Et ensuite, je me suis dit, mais évidemment, parfois, elles ne sont pas explicitées et elles ne sont pas fixées. Donc, parlons plutôt de normes, de manières de faire. Mais de manière tout simplement, donc les mots pour le dire. Et dernier point qui m'est venu, il y en a sûrement d'autres, les passions qu'on va ressentir. Quelle passion on va ressentir? Alors, est-ce que vous êtes capable de penser ça? Une différenciation culturelle des passions? Est-ce que vous seriez capable, comme ça, d'identifier quelques grandes passions qu'on ressent dans l'exercice français aujourd'hui de l'amour, et qui seraient différentes d'une culture à l'autre? Oui? Par exemple, en culture asiatique, on va ressentir plus de la reconnaissance. Comme passion vis-à-vis de l'autre, ce sera pas une sorte de... Enfin, du coup, logiquement, pour la culture française, je dis amour, parce que c'est ce que... Parce que ça s'identifie en fait avec la passion qu'on va ressentir. Il faudrait que vous ayez une croix, une craie, parce que pendant que vous parlez, il y a des vilains au fond qui font rien qu'à papoter. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, de plus... Bah alors pourquoi vous recouvriez la parole de votre camarade? Quelle discourtoisie! C'est mal. J'aime beaucoup ce que vous dites parce que c'est par exemple quelque chose qu'on va trouver très fortement exprimé dans les motifs de l'amour de Dieu ou de l'amour de la patrie, qui sont des dérivations immédiates et des spéculations, si on veut bien, du pouvoir, dans le domaine du commun. Là, d'un coup, on dit, dans le fond, l'amour, c'est pas une affaire d'individu à individu, il y a un amour supérieur encore. Utilisez votre disposition à l'amour pour aimer Jésus, ou pour aimer la patrie, littéralement, par amour de Dieu. Il y a vraiment cette dérivation-là de la notion d'amour qui est concrétisée, par exemple, dans le fait qu'on dise que les bonnes sœurs sont mariées à Dieu, littéralement. C'est donc de même qu'une femme aime son mari, la bonne sœur aime Jésus, si vous voulez, schématiquement. Or,
dans cet amour-là, dans l'amour de Dieu, l'amour de la patrie, ce qui est premier, c'est la reconnaissance. Donc effectivement, c'est une piste intéressante. Bon, par ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du sentiment d'être seul au monde avec l'autre. L'amour comme quelque chose qui va prodigieusement isoler deux individus, comme pulsion individuelle, comme reconnaissance de deux individus. Ce qui exclut, par exemple, que deux sociétés attribuent deux individus l'un à l'autre et leur intime de s'aimer, ce qui peut fonctionner. Ou qu'à travers leur amour, les individus ne ressentent pas une destination de deux singularités qui se trouvent, c'est très romantique ça, dans l'univers absurde et gigantesque et bordélique, ces deux destins se croisent comme ça, et ils étaient faits pour l'un pour l'autre, mais par qui? Ah, le destin? Ou alors, en fait, leur rencontre est l'achèvement d'un plan, effectivement, pourquoi pas organisé par la divinité ou organisé par deux communautés, etc., etc. Donc vous voyez, ça, par exemple, c'est une passion très singulière. Pensez qu'on est deux singularités qui se rencontreront grâce à une destinée finalement à la fois sublime et absurde. Nous étions faits l'un pour l'autre, mais quel miracle que nous nous soyons rencontrés. Vous voyez? Bon. Alors il y a une autre passion qui m'a intéressé, c'est aimer. Est-ce que ces aimés sont semblables? Celui qui nous ressemble parfaitement, avec qui on peut fusionner, avec qui... Ou est-ce que c'est trouver quelque chose de radicalement différent? Est-ce que la pulsion amoureuse aujourd'hui, évidemment il y a des tas de nuances, mais j'essaie comme ça d'avancer dans la pensée, est-ce qu'il nous est proposé d'aimer plutôt son semblable ou d'aimer plutôt ce qui est radicalement différent? Je dirais que c'est quelque chose qui est en question aujourd'hui, j'aurais tendance à vous dire ça. On ne sait pas très bien. Oui? Absolument, on va dire c'est se ressembler finalement génial, mais en même temps, justement, c'est dommage. Dans tous les grands mythes sur l'amour, c'est le fait qu'il y ait une animosité, une différence qui existe. Alors, en tout cas, c'est un thème qui est traité. Il y a là, quand vous regardez La Flûte enchantée, je ne sais pas si vous connaissez cet opéra de Mozart, il y a quelque chose d'assez amusant. Il y a deux couples qui se rencontrent, qui interagissent. Il y a un prince avec une princesse, et puis un oiseleur avec une oiseleuse, donc des êtres des forêts qui adorent les oiseaux et qui sifflent pour appeler les oiseaux. Et c'est littéralement cette idée que l'amour, c'est ce qui rassemble, ceux qui sont parfaitement semblables, et fait d'ailleurs sur la base de cette similarité pour s'aimer l'un l'autre. Donc il y a là, voilà. Et quand Papageno et Papagena se retrouvent, il y a un chant. Ça, c'est dommage, j'ai l'habitude de faire avec des outils techniques, mais que pour moi, pas pour vous. C'est très vilain. Donc, alors, ils ont des tas d'aventures, c'est terrible. À un moment donné, Papageno, il va se suicider. Il dit adieu au monde faux. Et il va se pendre. Et à ce moment-là, il y a des petits enfants qui disent mais Papageno, t'es con, en fait, t'avais oublié de te servir de ta boîte à musique qui est super et qui va faire venir Papagena. Alors, et là, il y a Papagena qui arrive, hop, et là, ils vont enfin pouvoir s'aimer sans contrainte. Et alors, il y a un chœur très connu, Papageno et Papagena, qui est un petit peu sportif pour les chanteurs amateurs. Il faut dire Papageno, Papagena. Voilà, donc ils disent oh Papageno, Papagena, Papageno, Papagena, ah là là, comme c'est formidable. La première phrase d'amour qui est prononcée à cet endroit-là, c'est et nous aurons des merveilleux petits-enfants. Alors il dit d'abord est-ce que je suis vraiment l'élu de ton cœur? Est-ce que tu es vraiment l'élu de mon cœur? Je suis vraiment l'élu de ton cœur, tu es vraiment l'élu de mon cœur. Oh, comme ça sera formidable quand Dieu viendra couronner des tas de beaux petits. Et là, le conflit reprend. Monsieur dit qu'il veut des tas de petits Papageno, et madame a dit qu'elle veut des tas de petites Papagena. Donc on est vraiment sur le même et le différent, c'est assez énorme, mais si vous voulez, cette pièce met vraiment en scène que seuls ceux qui sont parfaitement semblables et bien à leur place dans les groupes, en gros les princes d'un côté, les oiseleurs de l'autre, vont pouvoir former des couples idéaux où il y aura suffisamment de similarité pour que ça tienne.
C'est assez joli, ça. Bon. Alors, est-ce que, par exemple, l'amour va se manifester par sentiment essentiellement de souffrance et de manque de l'autre? Est-ce que ça va se manifester essentiellement par ce motif, vous savez, de tu me fais tourner la tête, tu es le tourbillon, tu me délocalises, tu me bouleverses? Tout ça, ce sont des figures culturelles de l'amour. Et vous voyez bien qu'en prenant quelques points comme ça dans nos théories culturelles du sentiment amoureux, on a quelque chose qui est très original, très singulier, assez violent, assez naïvement romantique. Et alors ça pose un problème très simple dans les relations sociales. C'est que si vous ne ressentez pas tout ça, est-ce que vous pouvez dire que c'est un sentiment amoureux? Est-ce qu'on n'est pas de ce fait mené à dire par exemple, ah bah oui, je me sens bien avec cette personne, mais bon, on ne me fait pas tourner la tête, tu vois. C'est pas la grande histoire d'amour, c'est pas le prince charmant. Vous voyez? Et là, à cet endroit-là, on se rend bien compte que dans le fond, il y a une théorie sociale qui ne recouvre pas exactement ce qu'on ressent, avec laquelle on compose, mais qui ne recouvre pas exactement ce qu'on ressent. Bien. Alors, dans les mots pour le dire, je n'ai pas besoin d'aller très très loin, vous voyez bien ce que c'est qu'une déclaration type, et quels sont les mots qu'on utilise. Alors pour les rites, vous voyez, il y a des tas de... On pourrait faire de l'ethnographie, des ethnographies dans des tas de sociétés différentes et identifier les rituels amoureux et les trouver cocasses, les trouver étonnants. Comment est-ce qu'on fait pour aller flatter son amoureuse chez les Tupinamba ou par exemple on peut lui offrir le sexe d'un ennemi qu'on est allé combattre il n'y a pas très longtemps et on l'a boucané et on lui offre parce que c'est vraiment un acte d'amour très très bon. Voilà, peu importe. J'ai pas envie de faire ça. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on identifie aujourd'hui les rites spécifiques qui existent dans une relation amoureuse. Est-ce qu'il existe des rites de l'amour aujourd'hui? Juste pour vous recadrer les choses. Je suis en train d'identifier tous les points qui sont du commun dans la relation amoureuse, c'est-à-dire tous les endroits où la société investit, ou est investie par des manières de faire, de sentir, d'agir qui sont externes à l'individu et qui s'imposent à lui, qui sont rassemblées dans des pratiques culturelles et dans des représentations. Et ensuite, on va évidemment se poser la question et systématiser la question, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quel est l'enjeu pour la société d'investir comme ça l'amour? Et on détaillera parce que vous verrez que cette notion de contrôler l'alliance, elle a plusieurs facettes. Voilà. Oui? De quelle société au juste vous parlez? Parce que vous n'avez pas parlé de l'ethnographie. Voilà, donc là on va se poser la question sur la société française actuelle que vous connaissez. Voilà. Quels sont vos rites? En gros, je vous pose la question, quels sont vos rites amoureux? Posez-vous simplement la question, même si c'est un petit peu violent, dans la façon d'entretenir son amour et d'entretenir une relation amoureuse, qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Dans le cadre d'une relation amicale, quand vous parlez d'une relation amoureuse, vous voyez très bien à quel moment vous allez dire « Mais attends, il n'a pas fait ça, ça se fait pas. » Putain, mais il n'a même pas fait ça. Là, vous voyez le commun. Il est là. Il est dans ce que collectivement on estime comme étant une relation amoureuse normale. Alors, s'il utilise des formules du genre je vais te manger, je vais te dévorer, là vous allez dire c'est pas normal. S'il dit moi je préfère ta sœur, là vous allez aussi dire oh là là. S'il dit je suis fou amoureux de mon castor, là encore, bon, vous voyez bien. Pour que ça puisse être sympathique, mais enfin, il ne faut pas que le castor souffre, il faut qu'il soit d'accord. Il existe des ritualisations, et vous allez voir, elles sont très triviales, mais très nombreuses, oui. Je ne saurais pas exactement comment le formuler, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de rite de la communication. Enfin, très souvent, j'entends dire d'une des personnes du couple ah, il ne m'a pas envoyé de texto depuis 2 jours, ça va pas. Et c'est pas respectueux, et il veut bien prendre des nouvelles tout le temps, etc. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est une grande leçon.
quand on fait de l'anthropologie, j'ai vu d'ailleurs qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui avaient l'intention de faire des entretiens pour leur dossier, c'est très bien, mais justement, retenez cette leçon. On sait que c'est deux subjectivités qui se rencontrent, une collective et puis vous, la vôtre, et que la vôtre va déterminer la façon dont vous entrez sur le terrain. Et donc vous allez chercher le truc qui vous correspond le plus, qui colle le plus à la vie quotidienne, aux éléments à la mode, mais probablement les éléments les plus difficiles en fait à identifier et les moins gros, les moins massifs. Alors oui, effectivement, maintenant il existe des sextos, il existe des pratiques d'échange amoureux très très intenses sur Internet ou par tous les nouveaux moyens de communication. Il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, exactement comme de tout temps et partout, il existe une distinction entre une relation qui n'engage pas l'individu dans une relation amoureuse et une relation qui engage. Est-ce que la relation, par exemple, sexuelle ou la relation de séduction laisse une trace ou n'en laisse pas, est amenée à durer, crée un lien entre les individus ou pas? C'est évidemment tout le contexte, hein, ça c'est les normes, c'est les règles. C'est ce qu'on va exiger de notre amour qu'il soit platonique. Ce qui est une sublimation tout à fait intéressante, mais néanmoins particulière. Donc oui, effectivement, vous avez raison, mais il y en a plein d'autres, tellement simples. Attendez, puisqu'il avait levé la main d'abord. Oui. Il y a la monogamie, ou la notion d'exclusivité l'un pour l'autre. Alors ça, c'est plutôt du côté de la norme que du côté du rite. Mais effectivement, la plupart du temps, quand on veut passer une soirée, ouvrez les guillemets, en amoureux, c'est plutôt à 2 qu'à 8. Même s'il y a des mouvements culturels aujourd'hui qui défendent l'idée d'un polyamour, où à 3, 4, etc., on peut avoir une relation amoureuse non exclusive à un binôme. Tout à fait. Même si pour un certain nombre d'individus, c'est un impensable. Pour peut-être même la majorité des individus, que votre amoureuse vous dise, votre amoureux, je t'aime, et toi aussi, je t'aime, et je nous aime, et nous aimons, c'est un truc, ça crispe. Peut-être dans les années 70, début des années 80, c'était plus détendu de ce point de vue-là. Attendez, parce qu'il y avait une autre main avant vous, il y avait qui? Oui. Dans la société française, il faut que l'homme soit attentionné envers sa femme. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il... C'est-à-dire que pendant qu'il prépare la cuisine avant qu'elle rentre à manger, il met des porte-jartelles. Non, c'est très mal. Mais vous allez voir à quel point c'est hyper précis. Dites-moi. Bon, par rite, j'entends des états. Par étape, je pense aux gens qui vont au cinéma, par exemple. Pardon? Qui vont au cinéma. Mais parfait, exactement. Pensez à des choses aussi simples que ça. Aller au restaurant avec son amoureuse, faire un dîner aux chandelles, emmener son amoureuse au cinéma, là, Saint-Valentin. C'est ça, c'est des ritualisations. C'est con, c'est bête, c'est vulgaire, mais si votre amoureux, il vous offre pas un cadeau à la Saint-Valentin, alors c'est nul. C'est beaucoup remis en question par le du football qui chaque année nous met un petit match le 14. Oui, bien sûr. Dites-moi. Il y a des moyens d'officialisation du couple, pas forcément par le mariage, même si c'est le max ultime, mais il y a au début du couple, quand les deux personnes se disent bon d'accord, maintenant on est en couple, alors qu'avant c'était juste des sentiments où il y a une vraie officialisation du couple. Si vous voulez, pour ne pas rentrer dans le régime matrimonial, ce qui m'intéresse ici, c'est la façon dont collectivement nous allons avoir un ensemble d'attendus par rapport à un couple. Et par rapport à cela, en réalité, on s'éloigne très vite de l'amour. En gros, on a 2 catégories. Est-ce que c'est un plan cul, un sex friends, comme ça s'appelle maintenant, ou bien est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu veux t'installer? Dans un cas comme dans l'autre, l'amour n'est pas nécessaire pour le collectif. Si tu te sens bien avec cette personne et que tu as des rapports sexuels très agréables et faciles et organisables sur commande, très bien.
exactement de la même manière, sauf s'il te manipule, s'il te torture, si ceci, si cela. En gros, si vous n'êtes pas engagé sentimentalement, que c'est à bon entendeur, tout va bien. Et c'est un peu la même chose avec le couple. Et on retrouve là des figures de l'amour bourgeois, où on est plutôt sur un respect mutuel et une forme de consentement, beaucoup plus que de passion amoureuse. La simple idée d'ailleurs que l'amour est une passion incontrôlable, que l'amour est plus fort que la mort, que l'amour est ceci et que cela, tout ça c'est très marqué culturellement. C'est très occidental, gnangnan, plan-plan récent. Mais donc, si vous voulez, si je veux identifier des rituels de ce côté-là, et sur la manière dont on se présente, je dirais que, en réalité, l'amour, aujourd'hui en France, comme ça, majoritairement, si on doit commencer à voir comment est-ce que l'amour est investi aujourd'hui en France, c'est plutôt ce qu'on ne présente pas. C'est la part qu'on ne présente pas. Et quand on en arrive au mariage, c'est-à-dire qu'on témoigne d'une union pour le meilleur et pour le pire, et on s'engage à la fidélité, et à mettre un peu le patrimoine en commun, en tout cas les acquets au minimum, et puis qu'on forme une communauté fiscale et une communauté pour les enfants, etc. À ce moment-là, il n'y a pas un lit dans lequel on regarde les gens faire l'amour et se faire des déclarations d'amour et s'embrasser, etc., etc. Le clan, la famille, le groupe vient autour témoigner de la manière dont il connaît l'individu et vient sceller cette alliance-là. Donc, il me semble que dans le fond, que ce soit le couple comme figure sociale, le couple marié comme rituel, et le mariage du couple, pardonnez-moi, ou au contraire le couple simplement comme alliance passagère d'appétit sexuel, à chaque fois, on peut ne pas parler d'amour. Et comme si nous, effectivement, dans notre culture, on réservait l'amour à quelque chose de parfaitement intime, du plus intime possible. Il y avait une main qui signait oui. Dans des rites de passage, d'évolution, la rencontre avec les parents, avec la famille, si au bout d'une semaine, on présente son copain, sa copine, que sais-je, à sa famille, c'est étonnant, ça sort. Alors, on se rapproche pour moi un petit peu trop de la question du matrimonial et du patrimonial. On s'y retrouve complètement dès lors que l'amour sort de la norme. Est-ce que vous avez vu V for Vendetta ? Bon, peu importe. La scène imaginez n'importe quelle scène comme ça de coming out d'un couple gay dans une cellule familiale qui est très disposée à ne pas l'accepter. Et où on sort du groupe. Comment est-ce qu'on sort du groupe ? En sortant de la norme. On fait une mésalliance en ce sens qu'on fait une alliance qui va nous discriminer par rapport à l'ensemble du groupe social. Dès lors, effectivement, il y a une étude qui vient de sortir assez intéressante, enfin qui ne vient pas du tout de sortir, mais quelques années je crois, sur les pratiques matrimoniales des populations récemment immigrées. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'à l'intérieur de ces groupes-là, on se marie essentiellement à l'intérieur de groupes nationaux. Ce n'est pas de groupes religieux, c'est de groupes nationaux. Les Marocains qui se marient avec les Marocains, les Maliens qui se marient avec des Maliens, etc., etc. Et il est assez probable que pour partie, il y ait quelque chose de l'ordre de la contrainte sociale, explicitement formulé, mais pour une autre partie, quelque chose de beaucoup plus intime, qui est qu'on tombe amoureux qu'on est capable de tomber amoureux que d'un semblable, qu'on identifie comme étant celui qui vient du même pays que soi, parce qu'il nous comprend, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il est pur, parce qu'il n'est pas impur, etc., etc. Voilà. Bon. Tout va bien, tout va bien. Alors, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de voir comment le pouvoir, soit entendu comme l'État, l'administration, soit entendu comme un ensemble de domaines qui permettent de repérer l'exercice du pouvoir politique dans une société à la manière de Ballandier, comment ce pouvoir-là peut s'emparer de la question du sentiment amoureux. Alors, on a vu qu'il
il pouvait s'en emparer par dérivation. Par exemple, en réclamant pour lui-même une part sublimée de cet amour, à travers la logique de l'amour de la patrie, l'amour de Dieu, l'amour du roi, etc. Il peut s'en emparer à travers une logique de régulation. Encadrement des mœurs, encadrement des représentations, limite des possibles, explicite ou latente, que ce soit à travers une loi ou à travers un tabou intériorisé. Et tout ceci, essentiellement, dans le but de garantir l'alliance. L'alliance qui forme l'unité du nous. Et j'aimerais consacrer la fin du cours à cette figure anthropologique du risque. L'amour comme risque de la rupture d'alliance. C'est à la fois la possibilité, la condition de possibilité, en tout cas, c'est pas la condition c'est une possibilité du maintien de l'alliance. On peut maintenir une alliance sociale sans amour, mais c'est un risque de rupture de l'alliance. Cette figure du risque, l'amour comme risque. Est-ce que ça vous évoque des images, des contes, des mythes, des histoires? L'amour comme risque et profondément comme risque de rupture de l'alliance. À quoi ça ressemble, ça? Ça me fait penser à un mythe chinois de l'amour entre le soleil et la lune. Quand ils se sont rejoints, en fait, ça a survécu trop la Terre, parce que le soleil était trop près. Bien sûr. Ça a créé la destruction. Ben oui. Puis c'est trop d'unité. Il faut des systèmes d'opposition. Si d'un seul coup vous faites du grand 1, ben on détruit tout, quoi, ça ne tient pas. Il faut maintenir un juste équilibre entre nature et culture, entre la lune et le soleil, etc. Je comprends tout à fait. Mais là, il me semble que c'est un discours plutôt, justement, sur le contraire, sur le nécessaire maintien de la différence. Il faut du même et du différent. Donc, je ne l'interpréterai pas comme ça, ce mythe. Mais l'interprétation des mythes est toujours libre. De la même manière, par exemple, que vous connaissez peut-être le mythe grec d'Eros et Psyché. Alors, c'est Eros, tout ça, qui est l'Eros nouveau, pas l'Eros ancien. Et donc plutôt le fils d'Aphrodite, qui est vraiment l'amour, le coup de foudre, qui est le motif du coup de foudre, qui est un adorable petit jouvenceau très 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 beau. Et alors, il tombe en amour avec une nymphe qui s'appelle Psyché. Et alors le problème, c'est que Psyché, on lui propose de... Alors, pardon, il ne se voit que la nuit. Parce qu'Eros lui dit que si elle la voyait de jour, ça n'irait pas. Seulement un jour, voilà, elle prend une bougie et il y a une goutte de cire qui tombe sur le sein d'Eros qui se réveille et là, elle est brûlée par la beauté de son amant et elle meurt. Enfin, c'est terrible. Ah là là. Et là, il me semble que le mythe met plutôt en scène la nécessité de maintenir une séparation entre l'humain et le divin, entre le sacré et le profane. Mais il existe un grand nombre de mythologies qui vraiment mettent en scène, et de manière extrêmement violente, le risque de l'amour. C'est pas grave, j'en ai ramené plein. Alors, je voudrais commencer par un mythe Peul, dans le conte initiatique Peul d'Amadou Hampâté-Bâ, qui est une de mes bibles, parce que non seulement il y a plein de mythes, mais en plus c'est bien écrit. J'avais commencé le cours avec d'autres mythes Peul, mais celui-là, il est très très bien. Alors, il est un peu long, mais honnêtement, il est pas mal du tout, donc j'aimerais que vous preniez le temps de l'écouter. Alors, ce petit chapitre s'appelle « La cité mystérieuse de Weli Weli ».
Tiens, tenez, vous qui vous intéressez à Jung et sur les notions d'archétype, j'imagine, puisque vous vous intéressez à Jung, cette question, alors le Jung ne va pas du tout le traiter comme ça, mais le motif du maintien du même et du différent, c'est littéralement un archétype. Effectivement, c'est un truc que vous allez trouver dans toutes les cultures. Alors, mais sans besoin d'une hypothèse d'une mémoire phylogénétique, mais peut-être plus avec l'idée d'une fonction sociale là-dessus. Parce qu'évidemment, comment se transmettent les archétypes, c'est ça la grande question. La cité mystérieuse de Weli Weli. Alors, pendant que le roi et les chefs de Heli et Yo-Yo cherchaient ainsi un moyen d'éviter la calamité qui les menaçait, donc c'est un pays qui s'appelle Heli et Yo-Yo, qui est très menacé par la sécheresse, les calamités, etc. Njedo Dewal c'est une affreuse sorcière, avait entrepris d'édifier dans son domaine une cité invisible. Quand elle l'eut terminée, elle l'appela Weli Weli, ce qui veut dire tout doux, tout doux. Un autre archétype, c'est que, ce que je vous disais tout à l'heure, on construit du sens par système d'opposition, le blanc, le noir, le blanc, et que tout symbole a un aspect faste et néfaste. Bon. Donc tout doux, évidemment c'est la cité de l'horreur, donc elle s'appelle tout doux. Bon. Il n'était rien en fait de jouissance matérielle ou de leurre spirituel qui ne soit présent à Weli Weli, sauf à cette femme pour tenir compagnie aux hommes. Les seules femmes de Weli Weli étaient les 7 filles de Njedo Dewal, issues de son union avec Dandy. Non seulement elles étaient belles comme des génies femelles, mais leur mère avait fait en sorte par magie qu'elles puissent demeurer constamment vierges. Déflorées la nuit, le lendemain matin, elles redevenaient intactes. À cette époque, les femmes de Heli et Yo-Yo se mirent à mourir les unes après les autres. Bientôt, il ne restait plus que les femmes vertueuses, les épouses des Silatigi ou de certains chefs. À peine entendait-on dire qu'une femme libre vivait quelque part, les hommes se précipitaient par caravanes entières pour aller tenter leur chance, se combattant, s'entretuant, chemin faisant. Donc il y a un manque de femmes, en plus du calvaire de la sécheresse, alors qu'à côté, il y a un monde où il n'y a que quelques femmes, mais elles sont extrêmement belles et elles disposent de tout. Or, un jour, des voyageurs mystérieux qui parcouraient le pays de Heli et Yo-Yo, et qui n'étaient autres que des agents de Njedo Dewal, répandirent une nouvelle étonnante. Dans une cité lointaine vivaient 7 vierges sans pareilles que leur mère reine de la cité, destinée au mariage. Mais, ajoutait-il, la reine avait décidé de ne donner ses filles qu'aux hommes qu'elle aurait choisis elle-même. Elle invitait donc les prétendants à venir tenter leur chance. Dès que la nouvelle fut connue, les candidats affluèrent de toutes les contrées environnantes. On ne les introduisait dans la cité que par groupe de 7. Une fois à l'intérieur, ils étaient présentés à Njedo Dewal. Celle-ci, qui avait revêtu une apparence agréable et rassurante, les accueillit avec ces paroles : « Je souhaite que vous preniez le temps de bien vous accoutumer à mes filles, installez-vous et revenez demain soir. Chacun de vous passera toute la nuit à badiner avec sa compagne, de même qu'un cavalier voudrait tout savoir du caractère de la belle monture qu'il s'apprête à acquérir, c'est flatteur pour ses filles. Celle-ci descendrait-elle de Jabalengou, le cheval du diable. De même, chaque homme aimerait connaître le caractère de la femme qu'il désire épouser. Hélas, les naïfs candidats ignoraient que Njedo Dewal avait coutume de se revigorer en buvant du sang humain, et qu'elle préférait par-dessus tout le sang des jouvenceaux au manteau imberbe. Chacune de ses filles possédait près d'elle, dans une cachette, un long intestin lisse et bien tanné, terminé par une ventouse en corne de biche naine. Or, qui ne connaît le grand maléfice qui réside dans la tête de la biche naine, dont la corne, instrument principal des sorciers et des envoûteurs, est utilisée dans bon nombre d'opérations magiques. L'autre extrémité du long tuyau se trouvait dans la chambre de Njedo. Donc, je vous la fais en accéléré. Arrivent 7 frères, qui sont les enfants du héros en question, Bawamene, et les filles font toute une cour nuptiale absolument formidable, très amoureuse, très sexy. J'entraverai ma pudeur et je te laisserai me regarder à l'envie, la lumière. Là. Tu admireras le galbe de mes jambes, tu verras comme mes talons furent modelés, lissés, mes bras sculptés. Mais avant, il va falloir que tu donnes un peu de sang à ma mère, parce que sinon, elle a une maladie très rare, elle guérit qu'avec le sang des étrangers. Et ensuite, la maman, elle leur aspire tout le sang, et ils meurent. Voilà. Donc alors là, typiquement, le motif du conte est archi simple. Vous avez une cité qui est là, qui connaît des crises très graves. On manque de femmes, il y a la sécheresse. En gros, c'est un motif culturel très très commun. La fertilité et la fécondité se sont effondrées. Le vecteur de fertilité et de fécondité a disparu. En gros, on manque d'eau et de femmes. Bon.
Donc c'est la prospérité générale qui s'évanouit. On ne peut plus faire de récolte et on ne peut plus faire d'enfants. C'est une cité en crise. Elle a comme voisine une cité où tout va bien, où tout va merveilleusement bien. Et cette cité est symbolisée notamment par la possibilité d'alliance avec des femmes éternellement renouvelables, éternellement chastes, riches, belles, etc., etc. Or, profondément, ce que le mythe raconte ici, c'est que ces femmes-là, c'est la mort. Voilà. Les femmes, quand bien même elles seraient justement... m'énerve. En plus, on parle d'histoire. Bon. Alors, cette histoire, elle met donc vraiment en scène le risque de la rupture d'alliance entre pays, entre cités, entre groupes sociaux différents. Et le risque est tout simplement symbolisé par la mort. Bien. Le risque est tout simplement symbolisé par la mort. Est-ce que certains parmi vous ont lu ce roman de Gogol qui s'appelle Taras Bulba? C'est dans Contes et autres nouvelles avec René. Il me semble qu'il y en a une version courte là-dedans, dans les contes de... comment ça s'appelle ça? Le lait et autres nouvelles. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout dans les nouvelles de Pétersbourg. Vous avez les nouvelles de Pétersbourg qui sont des nouvelles quasi surréalistes, assez extraordinaires. Et puis par ailleurs, il a fait tout un travail folklorique de reprise de contes. Vous avez par exemple Villy, donc c'est les contes du hameau. Et puis il y a d'autres contes qui sont aussi dans un registre fantastique parfois, mais folklorique. Et par ailleurs, il a retravaillé et développé dans un roman une grande histoire des Cosaques Zaporogues d'Ukraine. Et c'est dommage parce que, zut, j'aurais imaginé que vous la connaissiez. Bon, l'histoire est la suivante, mais vous allez voir tout de suite où ça va. On a donc des Cosaques Zaporogues orthodoxes qui sont alarmés par le fait, ukrainiens, en Ukraine, qui sont alarmés par le fait que les armées polonaises catholiques sont en train de venir. Donc tout le monde se mobilise, il y a la grande armée, et notamment il y a le donc c'est dans la Sech, et le héros, si on veut bien, de l'histoire, prend ses deux fils avec lui pour partir à la guerre contre les Polonais, n'est-ce pas? Et le problème, c'est que dans l'armée polonaise, il y a une femme très très belle, et tout le drame de cette histoire, Taras Bulba, c'est qu'un des fils de Taras Bulba tombe amoureux de la polonaise. Et pour la séduire, d'ailleurs, il amène énormément de nourriture et de vivres à une cité assiégée. Il passe dans le camp d'en face, et donc, pour symboliser les choses, le père va être amené à tuer son fils, puis à mourir lui-même, du fait de cette mésalliance. C'est-à-dire que là, on passe du registre complètement métaphorique à un registre complètement clair, dans le cas d'une guerre, voilà, tout simplement. Le risque d'une rupture d'alliance, si vous voulez, alors que, par exemple, pour revenir à l'idée d'une guerre entre deux groupes, entre deux clans, dans Roméo et Juliette, au contraire, l'histoire d'amour de Roméo et Juliette est moins vue comme un risque que comme l'opportunité, une chance d'essayer de construire la paix entre deux clans qui s'affrontent dans une lutte absurde. Bon. Alors, je vous ai parlé... Oui? Juste parce que j'ai repensé, parce que je repensais à Hélène. Ils verront la vidéo. C'est pas de bol. Bien. Alors, passons maintenant au conte d'Andersen pour voir quelques autres motifs du risque de la relation amoureuse. Bien. Alors, on a le risque et la possibilité d'alliances externes.
il me semble que les mythes, les contes rapportés par Charles Perrault, par exemple, par d'autres, mettent en scène aussi bien ce risque que le risque de mésalliance intérieure. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter, par exemple, l'histoire de Peau d'âne ? Alors, qu'est-ce qui se... Oui. Oui, il y a un problème avec son père, ça c'est sûr. Attendez, parce que... En gros, c'est son père qui veut épouser Peau-d'âne. Et elle, pour éviter d'avoir à l'épouser, lui demande d'avoir une robe de mariage toujours un peu plus belle. Donc, elle demande, je ne sais plus exactement ce que c'est l'or, mais elle demande le ciel étoilé, des choses comme ça. Et au final, bon, elle n'a plus trop Robe couleur de thym. de solution. Et du coup, elle demande une robe dans la peau de l'âne qui a de l'or. Alors, honnêtement, c'est un conte qui est extrêmement riche et assez désarmant. Alors, on commence par le premier risque. Il y a le roi, c'est-à-dire l'incarnation de l'ordre, a perdu sa femme. Et elle lui a demandé de ne pas se remarier avec une femme qui serait moins belle qu'elle. Et l'autre, emporté par sa passion amoureuse, n'est-ce pas, voudrait engager une relation amoureuse et matrimoniale avec sa fille. Donc c'est un cas d'inceste quasiment pédophile. Bien. Enfin, c'est surtout un cas d'inceste parce qu'à l'époque où écrit Perrault, la question de la pédophilie n'est pas brûlante. Bon. Donc, la première chose qui est mise en scène, c'est ça. C'est la maladie du père qui veut absolument prendre pour épouse sa fille. Bon. À ce moment-là, l'amour, c'est une figure du risque de mésalliance. C'est un pouce au crime. Et alors là, vous avez deux éléments qui rentrent dans le décor. L'ordre et le désordre. Il y a de l'ordre du côté de ce qu'elle demande. Qu'est-ce qu'elle demande ? Elle demande l'intercession des éléments. Le soleil, la lune, le temps, l'ordre des choses, l'ordoreum, l'ordre du monde. Le problème, c'est que le roi, à ça, il sait répondre. À chaque fois qu'elle demande une robe impossible, le roi l'offre. Et c'est bizarrement en allant chercher du côté du désordre, c'est-à-dire avec le deuxième élément, l'âne. C'est quoi l'histoire de l'âne ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le faire parce que l'intervention de l'ordre du désordre et des relations entre les deux Ouais. sont énormément abordées par Jung et par Victor Hugo. Ouais, forcément, j'ai envie de dire. Dites-moi. Non, enfin, l'âne, mais j'ai pas très bien entendu ce qu'a dit Marc, mais en gros, le problème avec l'âne, c'est que l'âne, il produisait des diamants et de l'or. De l'or, ouais, c'est ça. Et qu'au final, il a sacrifié, il allait jusqu'à le sacrifier pour pouvoir épouser sa fille. Alors la fille demande la peau de l'âne qui est en fait la poule aux œufs d'or. Mais excusez-moi, un âne qui file l'or, ça c'est plutôt du côté du désordre. C'est un truc qui est... Voilà, c'est bon. Voilà. Et finalement, elle va utiliser ça, cette peau-là, pour se déguiser en âne et pouvoir effectivement s'éloigner. Voilà. Et là, l'amour va être vu plutôt comme la possibilité d'une alliance externe pour rétablir l'ordre interne.
Comment ça se finit pour le papa? Avec la fille, enfin avec la résistance de Pardon? Non, mais Perrault raconte pas ça. Tu es marié avec la... C'est un peu extravagant parce qu'à la fin je pars en hélicoptère alors... Comment ça, il part en hélicoptère? Je sais plus quelle question, mais à la fin je sais qu'il part en hélicoptère avec attentes. Mais de quoi diable vous êtes en train de me parler? Ah, d'accord. Oui, avec Catherine Deneuve en train de chanter dans les bois. Oui, d'accord. J'ai résisté à ça. J'ai été épargné par ce modèle-là. Le modèle, en tout cas, c'est que à la fin, effectivement, on a un rétablissement de l'ordre qui n'est pas une menace pour l'ordre. C'est-à-dire que le nouveau prince ne revient pas trucider son beau-père. C'est-à-dire que l'amour a été vu comme une possibilité d'alliance externe pour rétablir l'ordre interne. Ce qui est assez singulier. Il se passe quoi? Il couronne le nouveau, et le couple vit heureux et très très longtemps, et tout va bien. Et l'ancien roi, il aurait... Ben, ça va, il est retourné dans la raison. Alors, même s'il n'y a pas eu de film de Jacques Demy là-dessus, Cendrillon, qu'est-ce que ça symbolise, ça? C'est l'alliance de quelqu'un qui n'est pas de la même classe que la personne qu'il désire. Mm-hmm. Du coup, qu'à mettre en place des subterfuges pour... Attendez, parce que je suis embêté, parce qu'au fond, il parle, alors ça m'empêche de vous entendre. Oui? En fait, je demandais la fin de l'histoire, parce que vous n'avez pas donné. Ah si, à la fin, tout va bien. Dans Podane. Tout le monde réintègre ses écuries, sauf qu'il y a un nouveau roi, parce que une nouvelle reine, puisque en fait, Podane a trouvé une alliance dans un prince qui était à l'extérieur, et il rentre, et normalement, il pardonne, et tout va bien. Voilà. Donc, vous disiez? J'ai dit Cendrillon, c'est l'histoire d'une fille qui désire quelqu'un qui n'est pas de la même classe sociale, et donc il va mettre en place un subterfuge pour faire semblant d'être dans cette classe, ou alors de momentanément paraître différente. Là encore, c'est un mythe qui est assez difficile à totalement élucider. D'ailleurs, c'est pas tout à fait nécessaire d'élucider les mythes, mais ce que ça met en scène, et ça on l'entend plus du tout, parce que je sais pas, Cinderella, on n'entend pas comme ça, mais dans Cendrillon, il faut entendre Cendre. C'est une souillon qui passe son temps à laver par terre à côté de la cheminée. Hein? Il est brutal, je crois que les deux sœurs, elles se coupent les pieds pour essayer de faire. Elle coupe les pieds? Dans la version des frères Grimm, je crois que les deux sœurs, quand elles veulent essayer de faire entrer leurs pieds dans le chausson, elles se tranchent les pieds, quoi. Enfin, c'est brutal. Ah oui, mais je dis pas que l'univers des mythes n'est pas nécessairement... Non, mais d'un côté, on a oublié le côté cendre et tout. Ouais, mais surtout le côté classe sociale, si vous voulez. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est encore dans une troisième modalité. Au début, possibilité d'une mésalliance, un risque. Possibilité d'une alliance pour rétablir l'ordre. Troisième modalité, possibilité d'une mésalliance interne. Et comment ça symbolise ça? Oui. Mais à la base, elle ne veut pas. Enfin, à la base, c'est parce que son père se marie avec sa belle-mère et que ça se moque, elle devient retour. Alors, ça serait ce que le mythe dit de la mésalliance à l'intérieur, dans le régime matrimonial avant. Mais que se passe-t-il? Donc, alors, le conte d'ailleurs dit qu'à la fin, la morale de Perrault, c'est que c'est bien d'avoir une marraine. Et qu'il faut avoir des parrains et des marraines parce que ça donne des alliances, c'est mieux. C'est ça que lui, il retient, ce qui est rigolo. Bon, enfin, donc on a donc quelqu'un qui est déchu dans l'échelle sociale, effectivement. C'était une fille de bourgeois, mais c'est pas plus, hein. Un petit gentilhomme, si vous voulez. Et ça devient la souillon.
Donc effectivement, elle est déclassée, mais là, elle va être brutalement surclassée. Mais que se passe-t-il? Rappelez-vous toute la scène, et c'est ça qu'il faut interpréter calmement. Grâce à une alliée, elle se déguise. Elle fait une parodie d'elle-même pour pouvoir aller voir le prince. Il tombe follement amoureux en dansant. Un amour tel qu'il va chercher à travers tous les champs, toutes les vallées, toutes les plaines, toutes les montagnes, une personne qui puisse remettre la pantoufle de verre de Cendrillon. Mais le moment qui est important, c'est qu'elle fait une parodie sociale. Elle fait une parodie sociale, elle est envoyée pour jouer le jeu. Le prince engage une relation d'amour normale. Quand le poteau rose est découvert, quand la parodie est défaite, c'est le drame. Il faut fuir, il faut disparaître. Oui. Suite à quoi, on va mettre en place une procédure de reconnaissance pour que la mésalliance se transforme en alliance. Alors, tiens, je n'avais même pas pensé, dis donc. Mais ça aurait été, à mon avis, outrageusement surinterprété. On pourrait aussi réfléchir un peu à cette histoire de la pomme maudite. Enfin, il s'agit plutôt de l'arbre de la connaissance du bien et du mal plutôt que du sentiment amoureux qui unirait Adam et Ève. Donc, laissons ça de côté. Vous voyez que, pour l'instant, on a identifié les enjeux suivants. La possibilité d'une mésalliance mettant en danger l'unité de la cité, la possibilité d'une alliance externe au profit de la cité, du groupe social, et la possibilité et le risque d'une mésalliance entre les classes sociales, entre les groupes hiérarchisés. On vient d'en parler quand même. Oui, donc la possibilité d'une alliance, d'une mésalliance externe qui met en danger la cité, la possibilité d'une alliance externe au profit de la cité, la possibilité d'une mésalliance interne qui met en danger son équilibre et qui peut être pris en charge. Et enfin, sous son jour le plus idéal, la possibilité d'une alliance interne qui stabilise, qui renforce l'intégration de la cité. C'est à ces quatre titres-là que je vous propose de penser la façon dont le pouvoir peut être amené à investir le sentiment amoureux et à le nourrir en investissant par exemple la délimitation des possibles, la formulation de règles ou de normes, les rites, les mots, les passions qui expriment l'amour. Donc quand vous avez un petit sentiment pour votre amoureuse ou votre amoureux quand vous êtes au cinéma le soir de la Saint-Valentin, etc., dites-vous qu'il y a ces quatre enjeux du domaine du pouvoir qui sont effectivement en action. En quel sens est-ce qu'on peut dire que la régulation du sentiment amoureux a un impact sur la société française actuelle? Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, brutalement changer la société française dans un changement du régime de l'amour? Si on se mettait complètement à aller avec des relations avec des immigrés arrivant, ce qui ferait, parce qu'un discours politique actuel, certains faut absolument éviter ça, de préservation de l'unité de la nation. Alors, vous avez des... C'est marrant d'ailleurs. Je n'avais pas du tout prévu d'en parler, mais enfin, puisque vous en parlez, ça me rappelle deux choses, une triviale, une très grave. Le trivial, c'était cette caricature de Charlie Hebdo dans les premiers moments où on a fait comme ça des grandes campagnes anti-sans-papiers.
pas du tout l'invention des campagnes anti-étrangers, mais et il y avait donc un monsieur noir supposé être le sans-papier en train de faire l'amour à une dame blanche qui appelait la préfecture en disant « Allô, la préfecture, ah ben là, il entre, il sort, il entre, il sort, il entre, il sort, il entre, il sort. » Et la chose, je vous donne la parole juste après, la chose beaucoup plus lourde et plus grave que ça m'inspire, c'est cette théorie sociale qui est née et qui s'est massivement diffusée comme croyance plus ou moins bricolée du complot du grand remplacement. Où là, assez clairement, on en arrive à une justification d'un régime ségrégationniste de l'amour au nom d'une réaction à un pouvoir qui souhaiterait... c'est une théorie qui est très étonnante, hein, détruire un capital génétique pour le remplacer par un autre. Alors, j'ai jamais eu la patience pour lire trop avant les sites complotistes qui développent ça. En revanche, dans l'idée du sens commun qu'on peut rencontrer dans certains entretiens, moi je rencontre sur le terrain, c'est vraiment cette conviction relativement ancrée qu'il y a un intérêt des classes dominantes à détruire des peuples qui ont appris à résister et de leur mettre à la place des armées d'esclaves venus de l'étranger parce que c'est plus simple. D'où l'idée d'un complot satanique pour faire ceci, pour faire cela. Et alors, des fois, on entend dans les médias des sondages qui diraient que plus de 40% des Français pensent que cette théorie du grand remplacement est fondée. Ça, c'est incroyable. Mais là, effectivement, vous avez les éléments d'une justification d'une pratique ségrégationniste de l'amour qui est extrêmement puissante et qui est en plus autochtone, autogénéré, quoi. C'est quelque chose d'aussi construit et autogénéré, c'est quelque chose qui moi vraiment me laisse très perplexe. Vous vouliez dire? Ouais. Non, votre camarade du fond, excusez-moi. Vous parliez de... Est-ce que vous pourriez développer la théorie du remplacement? Non, vraiment je la connais mal. Est-ce que ce serait pas assez à mettre en lien avec la théorie malthusianiste et toutes les théories qui ont pu en découler au fil des 2 siècles derniers? Alors, il est évident que un des présupposés de la théorie du grand remplacement, c'est que il existe des pratiques d'ingénierie sociale qui aboutissent à, sans volonté explicite et directe, des modifications de la natalité, et donc un contrôle du stock humain, un contrôle de la population, un contrôle de l'élevage, donc des vraies politiques malthusiennes. Le planning familial, ça s'inscrit dans la continuité? En un sens, oui. Et par ailleurs, on sait très bien qu'il y a des corrélations immédiates entre le niveau de prospérité, le taux de chômage et le nombre d'enfants par femme, en tout cas en France, sur ces dernières années, et que les allocations familiales, le nombre de crèches, le nombre, etc., tout ça sont des éléments qui sont pilotés collectivement et qui ont un impact sur la reproduction des êtres humains entre eux, à l'échelle nationale. Donc il est évident que... Ben bien sûr, c'est l'État qui agit, par exemple, sur... ben oui, c'est du collectif, l'État. Selon que vous votiez d'un côté ou de l'autre, par exemple, on va accorder des allocations familiales, on va les supprimer, on va les donner aux plus riches ou aux plus pauvres. Donc, c'est quelque chose qui est construit. Le planning familial, c'est d'abord et avant tout un mouvement social. C'est pas une décision de l'État. Hein. Donc, de la même manière que l'État a fini par dépénaliser l'avortement, non pas parce qu'il était pour, mais parce que l'avortement était un fait social massif. Et donc, là encore, moi je suis extrêmement gêné par ces théories-là, d'abord parce que c'est des outils prodigieux d'abrutissement de mes étudiants, et c'est très gênant, en ce sens que sous couvert de proposer un espace pour le déploiement de sa curiosité, en réalité, ça vous donne un accès à un espace de libre expression où vous pouvez laisser une trace, mais anonyme, où par ailleurs, toutes les règles d'exercice de la démonstration de la preuve sont abolies, où on utilise des arguments massus et des indémontrables, parce que c'est pratique, et où en définitive, on a un exercice très individuel, très masturbatoire de la pensée, mais qui développe des pensées collectives. Et c'est quelque chose d'extrêmement nocif, notamment parce que ça rend les gens impuissants. À partir du moment où vous pensez que c'est les Illuminati, avec les aliens, les juifs et les francs-maçons,
qui font en sorte que vous fumez du shit et qu'ils sont de mèche avec les syndicats et le pouvoir, vous serez un être pas syndiqué, qui ne va pas lutter, qui ne va pas manifester, qui n'engagera aucun rapport de force, qui s'auto-désinformera et qui par conséquent devient un être absolument idéal pour un pouvoir totalitaire. C'est-à-dire que je dis vous, c'est pas vous, je veux dire que collectivement les gens qui s'adonnent à ce genre de pensée et qui deviennent extrêmement fuyantes. Le problème, c'est qu'en face, la bien-pensance est aussi fuyante. Tiens, d'ailleurs, spéciale dédicace. J'ai rencontré hier des gens d'une association qui s'appelle Solidarité Internationale qui sont confrontés à des phénomènes de haters. Ils appellent ça les haters, des gens qui viennent déverser de la haine, plus ou moins complotistes sur leur site. Bon. Et qui consiste à dire mais laissez-les crever dans leur faim, ces étrangers, pour voilà, donnez-leur des capotes avant de leur donner à manger, etc., etc. Et ils viennent me dire mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que vous pensez de notre campagne de pub? Alors la campagne de pub, c'était des mots abjects, atroces, écrits avec une orthographe ridicule, parce qu'évidemment, souvent des gens avec un niveau d'éducation assez faible qui se complaisent dans ce genre d'exercice. Et les autres, ils sont plutôt trolls. Troll, c'est le niveau esthète du hater. Bon. Et alors, derrière, une espèce de petit truc de morale en disant, bah oui, mais nous, on est gentils, on aide les autres, on pense qu'il faut aider tous les humains, et si vous êtes dans la merde, on vous aidera. Même vous, qui êtes en train d'insulter et d'avoir un comportement abject. Et je leur dis, là, vous êtes en train de cracher votre mépris de classe par rapport à des gens, ça ne marchera jamais. Faut leur donner la parole, ils ont le droit, c'est ça qu'ils sont en train de manifester d'ailleurs, et essayer d'engager le débat et de le gagner. Il faut engager le débat de manière ouverte, publique, etc., et le gagner. Et à cet endroit-là, vous aurez fait quelque chose. Et même si c'est un pugilat, comme ce qui a eu lieu dans le 16e avec ces gens qui ne voulaient pas recevoir d'étrangers, vous savez, il y a eu des débats publics atroces. Bon, le débat a eu lieu, maintenant les gens viennent, les réfugiés sont là, ça se passe parfaitement bien. Et ça ne montre pas que les imbéciles qui criaient et qui insultaient avaient tort. Ça montre que quand on fait ça, quand on épuise le conflit dans un débat frontal, ben, il y a des chances que ça se passe bien après. Mais nous dérivons beaucoup alors que l'heure tourne, et c'est mal. Voilà. Cependant, je vous remercie de vos questions. C'est très agréable d'avoir une classe qui vit. C'est beaucoup plus chouette. Alors, voilà. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est que vous gardiez en tête ces éléments-là. Je suis en train de construire tout un cours, vous le voyez bien, avec d'abord la question de l'intégration, la question de l'identité, la question de l'intégration et identité non négociable à travers l'autochtonie, puis maintenant, à travers la façon dont on peut réguler la question de l'amour comme risque d'alliance, de mésalliance, comme possibilité et comme risque d'alliance, pour le dire plus simplement, comme possibilité et comme risque d'alliance. On est en train d'engager progressivement toutes les façons dont, et c'est ça la cohérence du cours, la disposition à l'amour est engagée par le domaine du politique. Voilà. Nous aborderons dans les cours qui viennent la question de la régulation du régime matrimonial, puis ensuite la question de la régulation du sexe. Bien. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, pour moi c'est fini. Oui, ah bah attendez, il y a une question. Attendez. En fait, c'est par rapport au début du cours, j'ai mal compris. Parce que vous avez commencé avec le postulat de base qui veut dire que l'amour est un risque pour l'ordre social. Et après que le contrôle s'agit dans, par exemple, la domination, les normes. Sauf que si le contrôle s'agit dans ces normes et que la mésalliance, c'est l'effet de transgresser ces normes, en fait, le pouvoir indique la propre possibilité de... Bien. Excellente remarque. Et je ne vais pas l'aborder très profondément, je vais partir simplement de Ballandier. Ballandier dit que dans le fond, le politique, la fonction essentielle du politique et du pouvoir, le truc tout premier, c'est que quand on forme un groupe, ça a tendance à se défaire. Ça a tendance à se détruire, ça a tendance à se transformer, à se diviser, etc. Et le principal effort, c'est la principale opportunité de naissance de cette fonction du pouvoir, c'est tenir les choses ensemble. Lutter contre l'entropie. Lutter contre le fait que le social se dissolve par lui-même. Donc c'est l'idée de tenir cohérent, de tenir ensemble. En gros, quand on fait effort pour qu'un ensemble tienne, on fait du politique et on est déjà en train d'exprimer des fonctions du pouvoir. Or donc, à l'intérieur de ça, l'amour se présente comme possibilité et comme risque.
Exactement de la même manière que la notion d'identité d'intégration. L'intégration comme quelque chose d'absolument nécessaire et ce par quoi on se rend compte qu'on est fragile. Là c'est littéralement, et ça a été très bien exemplifié, il me semble, ou mis en image par les contes que je vous ai rapportés, c'est à la fois archi nécessaire, il faut qu'on s'aime, et si possible le sublimer à travers un amour de la patrie, ou un amour qui soit supérieur et à l'abri des amourettes, d'un côté, et systématiquement, c'est aussi un risque. Un risque parce que l'individu est capable de s'attacher à autre chose que ce dans quoi on l'a élevé, comme élément cohérent d'un groupe cohérent. Donc, face à cette possibilité et ce risque, le pouvoir va naturellement tâcher d'orienter l'amour vers lui, vers le groupe, vers la cohérence, soit en le sublimant et ou en l'orientant vers une forme normale d'amour qui maintienne l'individu à l'intérieur de son groupe. Mais là, il ne s'agit même pas de respecter la règle, on s'adresse au sentiment, on s'adresse à la passion. Et systématiquement, il doit lutter contre le fait que c'est aussi la possibilité d'un risque. Mais attention, et ça, c'était ce sur quoi je voulais développer, mais hélas, on est pris par le temps, il existe des ritualisations de l'amour comme possibilité d'alliance externe qui permet de maintenir l'équilibre interne. Par exemple, il y a des tribus africaines que Ballandier décrit très bien, où on dit « ce sont nos ennemis, marions-les ». C'est-à-dire qu'on entretient des relations avec l'extérieur, où l'amour sert en quelque sorte de possibilité d'alliance externe qui permet d'éviter trop d'endogamie, qui permet d'éviter une trop forte dépréciation du capital génétique, qui permet d'éviter de perdre des relations commerciales et diplomatiques et religieuses avec l'entourage. Et donc là, ça va devenir une fonction diplomatique en quelque sorte. La possibilité d'alliance externe. Donc toutes les 4 fonctions dont je vous ai parlé sont à l'œuvre. Mais c'est un enjeu pour le pouvoir. Aussi bien dans le maintien de l'ordre interne que dans le maintien de l'ordre externe et que dans le maintien de la sacralité lorsque l'amour est sublimé. Voilà. Ah, attendez, encore une question. Mais vous avez le droit de partir parce que c'est l'heure. Quand les princes se mariaient avec des princesses étrangères... Il n'était pas question d'amour. C'est pas... Il n'était pas du tout question d'amour. Oui, mais c'était diplomatique et c'était... Bien entendu, mais et vous avez tout à fait raison, il s'agit d'alliance diplomatique. La grosse nuance, c'est qu'on n'invente pas une théorie de la désirabilité de l'autre à l'extérieur. On dit simplement, bon, ben, il est riche, il est puissant, il a une fille, c'est bien, il a un fils, on va les mettre ensemble. Là, c'est clairement de la diplomatie, tout simplement. Voilà. Je vous entends. Non, il faut parler plus fort. Quel fainéant. Ouais, mais je vais ramasser après. Au début, quand vous parliez de l'autochtone, de la culture autochtone qui était liée à la terre elle-même. Ouais.